Merci. La parole est à Gérard Cherpion pour l'UMP. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur et mes chers collègues. 58%. C'est le chiffre selon un sondage paru hier, et je ne m'en réjouis pas, de jeunes de moins de 30 ans qui pensent que le dispositif que le gouvernement propose ne permettra pas de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Pour les plus de 30 ans, ce chiffre atteint 70%. Ce sondage démontre que les Français ne sont pas dupes et sont persuadés que ce projet n'atteindra pas les objectifs escomptés. Le groupe UMP s'est tout au long de la discussion employé à vous mettre en garde. De plus, les modifications apportées sur ce texte par la majorité, sur lesquelles je vais revenir, lui font perdre le peu d'attractivité qu'il avait en le complexifiant et en le rigidifiant encore davantage. Mon introduction peut sembler sombre, oui, elle l'est. Elle l'est parce que la situation s'assombrit et que les solutions apportées par le gouvernement et la majorité n'apportent aucune lumière à l'angoisse des salariés, des demandeurs d'emploi et aux difficultés des employeurs. Alors que le chômage est en hausse constante, qu'il touche 3,2 millions de personnes, qu'il y a 1000 chômeurs de plus par jour, que l'UNEDIC prévoit pour 2013 près de 90 000 chômeurs indemnisés supplémentaires, le gouvernement nous propose un dispositif onéreux et peu ambitieux. Peu ambitieux, car selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, il permettrait de créer 21 000 emplois par an. Au vu de la situation que je viens d'exposer, à laquelle nous pouvons ajouter, hélas, les 20 000 emplois industriels actuellement gravement menacés, cet objectif est grandement insuffisant. Onéreux. Onéreux, en effet, le gouvernement va devoir abaisser sa prévision de croissance, puisque la Cour des comptes le met sérieusement en doute. Alors que votre prévision est de 0,8 pour 2013, l'OCDE et le FMI tablent sur une croissance de 0,3, le plus probable étant au mieux une stagnation, selon le premier président de la Cour des comptes. Cette absence de croissance vous obligera à trouver plus de 8 milliards d'euros, sans lesquels l'objectif de réduction du déficit public à 3% ne pourra pas être tenu. Alors que nous sommes dans l'obligation de tenir cet engagement vis-à-vis de nos partenaires européens internationaux, et en particulier des investisseurs, le gouvernement propose une dépense de 2,5 milliards d'euros, Monsieur le ministre. Lors de la discussion en première lecture, vous n'avez pas précisé le financement, ni devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat. Ainsi, implicitement, vous confirmez l'amputation du crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, et ou le recours à l'emprunt. Il ne sert à rien d'afficher des objectifs s'ils ne peuvent être atteints. Cette phrase a été prononcée avant-hier par le président de la République et pourrait s'appliquer au contrat de génération. Mais en fait, elle concerne la prévision de croissance. C'est en substance ce que le groupe UMP vous répète inlassablement sur ce projet. Ainsi, votre dispositif résume en lui seul le manque de réponse crédible du gouvernement sur les deux sujets majeurs de notre société, la montée inexorable du chômage et l'incapacité de tenir vos engagements financiers en matière de réduction du déficit. Concernant le texte issu de la commission mixte paritaire, deux changements sont notables. Le premier porte sur l'impossibilité de contracter dans certaines entreprises des contrats de génération. En effet, celles de moins de 300 salariés qui ont procédé à une rupture conventionnelle sur le poste pour lequel est prévue l'embauche ne pourront pas bénéficier de cette mesure. Bien que la formulation du Sénat choisie par la Commission soit plus souple que le dispositif inséré par la majorité de l'Assemblée nationale, elle reste inacceptable. Non seulement elle limitera les embauches, mais surtout, elle remet en cause la rupture conventionnelle pourtant voulue par les partenaires sociaux. À l'heure où nous parlons de sécurisation de l'emploi, de compétitivité, vous rigidifiez le peu de marge de manœuvre des employeurs et des salariés. Monsieur le ministre, après avoir augmenté les taxes sur la rupture conventionnelle, vous acceptez sa remise en cause. Vous confortez ainsi la volonté de votre majorité de briser un dispositif mis en place avec et par les partenaires sociaux. Nous le dénonçons. Le second changement est lié à la signature du procès-verbal de désaccord lorsque les négociations entre l'entreprise et les représentants des salariés n'aboutissent pas. Je m'étais déjà interrogé lors de la première lecture de notre Assemblée sur les conséquences emportées par le refus de signature de ce procès-verbal. Bien que cette situation sera, je l'espère, peu fréquente, il faut réfléchir aux conséquences de la non-signature du procès-verbal de désaccord. Elles peuvent être graves pour l'entreprise, puisque cette non-signature par l'une des parties entraînera de facto l'application de sanctions. Et cette situation est d'autant plus plausible que le Sénat a modifié les dispositions en la matière.
L'Assemblée nationale, en première lecture, avait prévu la signature de ce procès-verbal dans les seules entreprises pourvues de délégués syndicaux. Les autres entreprises, dans la très grande majorité de petite et moyenne taille, pouvaient, à la suite de l'échec des négociations, mettre en place sans tarder un plan d'action. Cette procédure permettait de fluidifier les prises de décision dans les entreprises ne disposant pas de moyens humains et logistiques des grandes entreprises. Et elle était dans l'esprit des signataires du texte. Le Sénat a alourdi cette disposition en obligeant toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégués syndicaux, à signer un procès-verbal de désaccord. Je crois, Monsieur le ministre, que c'est la porte ouverte à de nombreux contentieux. Par ailleurs, je rappelle que l'entreprise n'embauche pas pour une prime, mais pour recruter un salarié compétent, lui permettant de répondre à son carnet de commandes et au développement de son entreprise. Je tiens à en venir à un point qui me satisfait. Lors de la navette, le Sénat est revenu sur l'alinéa concernant la perte de l'aide. Il a tenu à souligner qu'elle ne serait pas retirée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou inaptitude du salarié. J'avais déposé d'ailleurs un amendement similaire qui n'avait pas pu être discuté car jugé irrecevable financièrement. Bien que le dispositif est encore trop contraignant pour les entreprises, je salue le Sénat qui l'a amendé plus favorablement. L'examen par le Parlement n'a pas permis d'intégrer la transmission des savoirs. Nous ne pouvons que le regretter. Le contrat de génération n'aura donc de générationnel que le nom, comme nous avons pu le souligner tout au long de la discussion du projet de loi. Ainsi, le lien intergénérationnel n'existe qu'à l'instant de la signature du contrat. Votre majorité au Sénat n'a que peu corrigé les insuffisances de ce texte. Il n'est pas non plus revenu sur le cavalier législatif que vous avez intégré sous forme d'amendement gouvernemental, évitant ainsi d'ailleurs l'avis du Conseil d'État. Votre déclaration au Sénat, Monsieur le ministre, je cite, « De nouvelles missions doivent être conduites par l'inspection du travail pour déjouer de nouvelles modalités de mise en cause des intérêts des salariés », prouve ainsi votre défiance vis-à-vis des employeurs. Nos concitoyens attendent une véritable politique de l'emploi et non pas une succession de mesurettes législatives. Ainsi, les premiers résultats disponibles concernant les emplois d'avenir dénotent une absence de montée en charge avec un nombre relativement important de ruptures de contrat. Enfin, le sondage en date du 13 février réalisé pour l'Observatoire du travail que j'ai cité en début d'intervention souligne que toutes les catégories d'âge de salariés ne croient pas dans les contrats de génération. Ils veulent une politique globale de l'emploi. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre ce texte.